Nous avons jusqu'à 12h30 et j'espère que à la fois les intervenants et puis les spectateurs animeront cette discussion. Alors je vais juste, moi, mais c'est mon regard, là aussi très, très personnel, pour peut-être nourrir et lancer la discussion, juste relever quelques thèmes qui m'ont paru être présents dans les discussions de ce matin, les présentations de ce matin, autour de la mise en scène. La phrase de Delacroix, d'exactitude ne fait pas la réalité. Je trouve que c'est une phrase qui est très intéressante et pour un historien de l'art aussi non photojournaliste. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu dans la troisième communication de John Ford, où quand la légende est plus belle que l'histoire, imprimait la légende. Voilà, c'est aussi cette thématique-là du rapport à la réalité. Il y a aussi tout ce qui était le fait qu'une image échappe finalement à son auteur. Et elle est diffusée d'un côté, elle est réceptionnée et reçue de l'autre par des spectateurs. C'est un petit peu les problématiques que moi je rencontre aussi en Antiquité. J'ai beaucoup plus de difficultés à savoir comment une image antique est reçue, parce que les anciens n'ont pas écrit sur ça. Je n'ai que les images, je n'ai pas la réception. Je peux imaginer le commanditaire, mais donc c'est très intéressant de voir aussi comment une image se situe dans une image contemporaine, se situe dans un continuum qui va jusqu'à la diffusion et jusqu'à des éléments qui sont des éléments d'éco-censure, c'est un terme aussi qui a été utilisé tout à l'heure, le statut de l'image qui s'interpose entre la réalité et nous, et je pense pour les images antiques en tout cas, c'est une des fonctions de l'image. Elle est faite pour ça, puisque la réalité est parfois indicible ou invisible, c'est-à-dire elle est tellement violente qu'on ne peut pas la voir, on ne veut pas la voir, on ne peut pas la représenter, et elle sert de filtre, elle sert de sélection, et ça permet de construire des représentations, des mémoires collectives ou des mémoires individuelles, et ce phénomène-là est vraiment très très intéressant. Donc le rapport entre l'image et la mémoire, c'est un élément que les Romains avaient compris, puisque la mémoire passait par l'écrit et par les images. Un portrait, une représentation de bataille, c'était ce qui permettait de construire une mémoire. Et dans la dernière communication, ce qu'on a vu, c'est toute cette relation entre la mémoire collective et la mémoire individuelle. Et je pense que les films de Clint Eastwood rejoignent aussi tous ces captations de vétérans de guerre, qui ont été interrogés par Spielberg et par d'autres, qui ont constitué des banques de, je pense à Band of Brothers, enfin la série qui a été tirée de ces enregistrements, mais c'est un petit peu comme la mémoire de la Shoah, c'est-à-dire qu'il y a eu un parallèle, une mise en boîte de cette mémoire avant que les vétérans ne disparaissent, pour construire non pas une mémoire collective artificielle, mais avoir les briques de cette mémoire qui étaient supposées peut-être plus réelles, qui sont les mémoires individuelles. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment très, très, très intéressantes, très, très complexes aussi. Une photographie, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle rend compte de la réalité ou pas? Ridley Scott, qui fait beaucoup de films historiques, a dit aussi qu'il ne fait pas des docu-fictions. Donc il fait quelque chose de vraisemblable, mais qui n'est pas une œuvre historique. Voilà, donc la relation avec la réalité, le filtre, les réceptions, etc., ce sont des éléments qui m'ont paru transversaux aux trois communications, mais c'est purement personnel. Peut-être une première remarque pour lancer la discussion, en partant du dernier, Clint Eastwood. Clint Eastwood, c'est quelqu'un qui, me semble-t-il, est... alors, je ne sais pas si c'est bien ça, mais politiquement, il est libertarien. C'est-à-dire qu'il s'intéresse plus à l'individu qu'à la société. Et il me semble que dans American Sniper, il a quand même cette ligne-là qui est de dire un individu qui fait la guerre au nom d'une société est brisé par cette guerre. Et quoi qu'il en soit, il n'en revient pas indemne. Et c'est un thème qui est quand même pas si éloigné de Mémoire de nos pères, où on a aussi cette thématique-là. Mais c'est juste pour lancer la discussion et c'est pas au cœur de ce qui a été évoqué ce matin. Effectivement, pour moi, ce film de Eastwood est héritier de toute une tradition de films de vétérans qui va dire on ne peut pas revenir de la guerre. Voilà. Et ça, c'est bien dit dans la réalisateur, c'est mieux dit dans votre film, dans plein de films de vétérans, et c'est aussi dit dans les enfants. C'est quelque chose qui est constant. Par contre, c'est justement là où, beaucoup de me reprochent que je suis un American Sniper et d'autres
là où je fais un reproche, c'est-à-dire que les volontaires est un film réflexif sur le rôle de l'image et son rapport à la mémoire et à la guerre, etc. Et sur sa fausseté en même temps sur comment on peut la travailler. Alors que American Sniper et un film de Soldats Ariane n'ont pas, je crois, cette capacité-là. On parlait tout à l'heure pendant la pause du pendant soviétique de cette image de la bataille d'Iwo Jima, et je pense qu'il serait assez intéressant. Donc je rappelle, donc c'est cette image du drapeau soviétique sur le Reichstag qui a été faite en réaction à cette image sur la colline pendant la bataille d'Iwo Jima, puisque les Russes ont cherché plusieurs bâtiments dans Berlin avant de retenir celle sur le Reichstag. Donc une photo qui a été faite par Caldet. Donc il sera intéressant peut-être de voir aussi comment elle a été instrumentalisée par les soviétiques à des fins de propagande, de manière, j'imagine, très différente, parce que chez les Américains, on met en avant le photographe, on met en avant l'individu, ce qui n'est pas le cas chez les soviétiques, puisqu'il me semble qu'on a retrouvé le photographe, donc Caldet, je crois qu'il était déjà mort d'ailleurs, et c'est, il me semble, après la chute du mur de Berlin qu'on a retrouvé le nom du photographe qui avait fait cette image. Donc peut-être ce serait intéressant de voir, puisque c'est pas une image qui est inconnue, c'est une image qui a été beaucoup diffusée, qui a été beaucoup appuyée en termes de propagande, exactement comme son pendant américain, de voir comment est-ce qu'elle a été diffusée, comment est-ce qu'elle a été utilisée à des fins de propagande, et peut-être faire une comparaison avec celle d'Iwo Jima dans le traitement, on va dire, de la communication politique et militaire autour d'une image. C'est noté. Clairement, je sais pas du tout. Je vois l'image, comme je t'ai dit, petit à petit, j'ai vu à peu près l'image en fond. Je l'ai quelque part, mais voilà, c'est tout. J'ai pas du tout travaillé sur ça. Mais effectivement, ce parallèle doit être intéressant à faire. Et renvoie peut-être à la question que j'ai posée sur le générique. Est-ce que ce générique nous dit qu'il faut faire la même chose que le travail du commissaire d'Eastwood avec toutes les photographies, ou est-ce que le film nous a ouvert les yeux et maintenant on peut accéder? Je pense que, comme je l'ai dit, les deux réponses sont là, en fait. Surtout que du côté américain, en plus, il y a eu la volonté de dénigrer cette image, entre guillemets, puisque le personnage qui tient, le soldat qui lui-même tient le drapeau, a une montre à chaque poignet, et donc ça a été montré et pointé du doigt en disant, regardez, il a une montre à chaque poignet, vraisemblablement, il a pillé, enfin, il a récupéré des montres sur des cadavres, ce qui est considéré comme un crime de guerre. Donc c'est quelque chose qui a été pointé du doigt et qui est assez intéressant, justement, comment ils ont essayé de dénigrer aussi cette image, donc de lui enlever de son importance. Alors, ouais, si je commence, il y a un moment, enfin toute une partie de mon travail sur ce film-là, c'est aussi de dire qu'à un moment, Clint Eastwood va essayer de montrer qu'on ne peut pas tout montrer. Et de montrer montrer c'est impossible. Comment, en fait, une des problématiques de ce film-là aussi, qui est un film extrêmement riche sur ces questions-là, enfin voilà, c'est un film que je trouve excellent. Il y a donc, vous avez vu ce personnage Iggy là, donc au début on croit que le vétéran cherche au moment où il fait sa crise cardiaque. Et donc ce Iggy, en fait, il a été torturé, il a été fait prisonnier, et au moment où on retrouve Iggy, on ne voit pas, évidemment, on voit juste, on nous dit on a retrouvé Iggy, on voit le personnage de Jane Bradley aller dans la caverne où Iggy a été retrouvé, et on voit simplement Jane Bradley depuis là où est Iggy, enfin là où est censé être Iggy, etc. On ne voit pas évidemment le corps torturé.
Et pour moi, cette scène-là renvoie à une scène de Samuel Fuller dans les camps de concentration au moment de la libération, où un soldat tue un soldat allemand qui s'est caché dans un four crématoire, et on voit simplement depuis le four crématoire le soldat en train de tirer. Et Samuel Fuller parle de cette scène en disant j'ai voulu montrer l'impossible. J'ai voulu montrer qu'on ne pouvait pas montrer. Ce qui est finalement un renversement, et ce qui répondait complètement à votre intervention, qui est un renversement de montrer que vous montrez. Enfin là, on montre qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire. Et c'est finalement le seul moyen de dire c'est indicible, c'est de dire qu'on ne peut pas le dire. Enfin voilà, il y a ce paradoxe-là aussi qui m'intéresse beaucoup et qui, je crois, résonne beaucoup avec votre intervention. Moi, j'ai noté directement ça. Oui, vous avez raison. Et ça implique donc que l'image, quelle qu'elle soit, est elle-même travaillée par un conflit interne. C'est-à-dire que le sujet déborde en quelque sorte sur le support qui devient lui-même travaillé par cette tension qui est une tension dramatique. Alors, j'ai trouvé très intéressant dans votre exposé le fait que justement lui-même était de l'ordre du conflit. C'est-à-dire que votre discours, lui aussi, est travaillé par une tension interne, puisque vous commencez par dire que vous faites des études d'histoire et vous ne parlez que de la mémoire. Alors que les historiens se sont appliqués, depuis Pierre Nora et beaucoup d'autres, à bien distinguer entre l'histoire et la mémoire. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, au fond. C'est comme si vous éprouviez le besoin d'en passer par la mémoire pour tenter de pointer ce que l'histoire ne saurait dire, ou ce que l'histoire ne saurait montrer. Et on le retrouve au fond dans le travail de Clint Eastwood qui vous accroche tant, puisque vous-même vous avez dit que Clint Eastwood s'applique à construire, déconstruire, donc il y a une dialectique, bien sûr. Comme vous l'avez dit, avec cette précision, d'ailleurs vous êtes référé à Walter Benjamin, avec cette précision que la dialectique dont il s'agit ici, et peut-être dans votre exposé aussi, c'est une dialectique qui est à l'arrêt, qui est suspendue, parce que jamais on ne parvient à atteindre un point qui ferait synthèse, qui ferait unification, c'est-à-dire que ce point de réconciliation dont vous parlez à propos du cinéma de Clint Eastwood, je suis même pas sûr qu'il soit présent à véritablement parler dans le cinéma, et ce dont je suis sûr, enfin dans le cinéma de Clint Eastwood, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il est totalement absent de votre propre discours. C'est-à-dire que c'est comme si vous butiez sur un impossible. Et au fond, vous étiez raccord avec votre thème, avec votre sujet, nous aussi d'ailleurs, hein. Vous étiez raccord avec votre thème, avec votre sujet, parce que vous incarniez d'une certaine manière, à travers vos difficultés à l'appréhender ou à le dire, vous incarniez ce point d'impossible, ce point de réel. Voilà, donc rien que pour ça, je vous remercie. Moi, je voulais revenir peut-être sur l'idée de montrer ce que l'on ne peut pas montrer. Pardon, excusez-moi. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a alors ce qu'on ne peut pas montrer, mais il y a la question aussi de qui voit. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir comment une image dans un contexte de conflit, faite sur le conflit par les gens qui vivent le conflit, peut être beaucoup moins choquante qu'elle ne peut l'être pour ceux qui sont extérieurs au conflit. Alors, je pense à cette photographie de cette petite fille brûlée au napalm pendant la guerre du Vietnam, qui est une image qui a eu un impact extrêmement violent sur l'opinion publique américaine qui, au début, rappelons-le, était favorable à la guerre du Vietnam. Et cette image a participé de ce changement d'opinion et du coup de la défaite, entre guillemets, des États-Unis au Vietnam, qui était une guerre qui a été perdue parce qu'elle a été perdue par l'opinion publique. Mais je pense aussi, par exemple, à ces images qui parfois sont diffusées par des combattants rebelles en Syrie, des images qui leur apparaissent comme presque naturelles, on va dire, d'une réalité, et qui, pour le spectateur, on va dire le regardeur, du moins, enfin la personne qui n'est pas dans un contexte de guerre, sont extrêmement choquantes.
Et c'est marrant parce que en écoutant l'introduction que vous faisiez sur la colonne de Marc Aurèle et ces bas-reliefs qui sont profondément choquants et bouleversants, comment est-ce qu'ils ont été pensés? Qui a pensé ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui est extérieur au conflit, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu le conflit et qui présente ça comme une sorte de témoignage, en fin de compte, d'un vécu? Eh ben oui, ça s'est passé comme ça. Et c'était le quotidien, entre guillemets. Donc il y a quelque chose qui est intéressant autour de ça, en fin de compte, la perception de la représentation de la guerre par ceux qui vivent la guerre et la perception par ceux qui y sont extérieurs. Oui, alors pour revenir sur l'Antiquité, le commanditaire, c'est l'empereur, mais la dimension réaliste, c'est-à-dire qu'on représente des choses crues parce qu'elles sont vraies, c'est quelque chose qui vise effectivement à la persuasion. Mais en même temps, il y a une sélection, c'est-à-dire qu'on va représenter des choses qui sont pour un Romain, on va représenter l'extermination de barbares, hommes, femmes et enfants compris, qui était sans doute le quotidien. Ça, c'était à peu près certain. Oui, parce que dans les jeux du cirque, il me semble qu'il y avait des femmes également qui étaient jetées au lion, au fauve ou quoi. En revanche, ce qu'on va rarement voir, et je connais une image, mais c'est sur la colonne Trajane, c'est des soldats romains blessés. Et on va voir des soldats romains blessés, soignés. On ne va pas jamais voir de soldats romains tués. Donc il y a des choses... Voilà, là, on est vraiment dans un regard très subjectif, où on est là pour affirmer la victoire d'un camp. Et je pense qu'il n'y a pas la même sensibilité à l'époque antique que celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Je crois qu'on a, quand on regarde ces images, comme je disais, un historien de l'art allemand, en 1999, il voyait des scènes de déportation comme on en vivait à ce moment-là en Yougoslavie. Donc il y a cette culture de celui qui réceptionne l'image qui est extrêmement importante. Et du coup, quand on recule très fortement dans le temps, les motivations de celui qui les commandait ou qui les créait, elles sont difficiles à reconstituer, parce qu'on a toujours notre immédiateté, qui est notre sensibilité, qui va intervenir. Alors, par rapport à ce que vous faites, vous mettez, par rapport à la réalité, photographique ou visuel, vous mettez un certain nombre de, je ne vais pas dire de filtres, mais d'écrits, de compléments. Quand vous faites poser des soldats kurdes en fonction des tableaux de la guerre 1870, je trouve que c'est vraiment très très intéressant pour un historien de l'art. C'est vraiment, puis l'éclairage, c'est vraiment très travaillé, c'est très pictural comme grain de photo. Mais du coup, ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez... Ce que j'ai l'impression, en tout cas, c'est un peu ma question, c'est est-ce que vous pensez que vous rendez mieux compte de la situation avec ces photos qui sont pensées, qui sont le fruit d'une réflexion historique, géopolitique sur un événement, qu'un photographe qui connaît aussi, mais qui va faire des photos sur le vif et qui va après faire une sélection en fonction du hasard, du lieu, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a une sorte est-ce que vous... Voilà, juste, comment vous justifiez votre approche à vous, qui n'est pas celle d'un photojournaliste, et je crois c'est ce que vous avez affirmé, quoi. Hein, voilà. Alors effectivement, sur la série Théâtre de guerre, donc ici, la question pour moi n'était pas l'information que j'allais donner sur cette situation-là, mais plutôt j'étais vraiment dans une réflexion qui consistait à interroger la construction de l'image de guerre, la théâtralisation du conflit. Donc mon propos était là. Et donc du coup, on va dire oui, ça va différer complètement d'une représentation photojournalistique faite sur les Kurdes, sur des combattants kurdes, des Peshmerga. En même temps, ce qui m'intéressait aussi, c'est que dans l'imaginaire kurde, le Peshmerga, donc ce qui veut dire littéralement celui qui regarde la mort en face, est extrêmement présent, est extrêmement mis en avant, et dans cette construction visuelle, on crée une iconographie autour du Peshmerga qui n'est pas inintéressante autour de cet imaginaire-là. Mais moi, mon propos était précisément d'interroger ce rapport au réel et à la mise en scène ici. Après, des filtres, j'ai envie de dire,
oui et non, chacun a un filtre qui est son propre regard. Alors effectivement, là on est dans une image très construite puisqu'on est dans une mise en scène, mais à contrario, dans la vidéo Shebab, donc là 24 heures de la vie d'un combattant rebelle en Syrie, on est sur quelque chose d'extrêmement brut. Puisque ce n'est même pas moi qui ai fait les images, c'est le combattant lui-même. On est sur un plan séquence de 24 heures. Mais même sur une série comme Maïdan 100 Portraits, donc c'est 100 portraits de Maïdan, en fin de compte, même si les portraits sont posés, on est malgré tout sur une matière très brute, qui est un portrait sur un fond et un questionnaire écrit de la main de ces manifestants. Donc là encore, on est malgré tout sur un matériau très brut. Donc il y a un filtre, entre guillemets, mais ce filtre, c'est plus le filtre de mon regard, mais comme il peut l'être, d'une certaine manière, par tout photographe auteur qui a une manière de photographier, qui a une manière d'exprimer les choses qu'il voit, qui est sa manière et donc son filtre, entre guillemets. Je ne peux pas monopoliser la parole, hein. N'hésitez pas pour la salle, si vous avez des questions, manifestez-vous. Il me semble que la problématique, y compris dans le film de Clint Eastwood et après dans les photojournalismes, c'est on ne peut pas restituer la totalité d'un événement. C'est impossible parce qu'il y a une multitude d'acteurs dans le temps, etc. Et donc l'histoire elle-même, c'est une sélection, et une sélection, Paul Veyne disait, l'histoire totale n'existe pas, c'est pas possible. Donc quand on fait un film, une frise historiée avec une sélection de 200 images pour rendre compte d'une campagne de 10 ans, ou qu'on fait une série de photos, qu'elles soient posées ou qu'elles soient sur le vif, etc., on est dans le même type d'exercice, c'est-à-dire qu'on fait une sélection. Et de cette sélection, on considère qu'on rend compte de la totalité. En tout cas, c'est l'ambition, c'est de rendre compte de la totalité d'un événement qui ne peut être saisi finalement que par l'histoire. C'est-à-dire que la mémoire, à un moment donné, où la captation du document devient un matériau pour l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a deux temps. Il y a le temps de l'événement fragmenté, incompris quand on le vit. Comme vous dites, on a une subjectivité dans la guerre, on n'a pas la même sensibilité que quand on est à l'extérieur, etc. Et puis celui qui est extérieur dans le temps ou dans l'espace qui va le saisir d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a une dualité entre l'histoire et la mémoire qui se retrouve dans le photojournaliste. Le photojournaliste, il est dans l'événement, il est dans une captation subjective qui est du type de la mémoire, mais qui rend compte, quand on le met dans un cadre plus large, ce que vous faites par vos biais, enfin par des biais qui ne sont pas négatifs, hein, par le biais, mais par un contexte, ça devient de l'histoire. Et là, c'est quelque chose qui devient plus intelligible. Ce que Clint Eastwood fait, c'est qu'il déconstruit une mémoire américaine pour la rendre intelligible en revenant au matériau brut. C'est pour ça qu'on finit sur les images brutes de photographes. Mais voilà, il me semble que le photojournalisme, il est entre l'événement et l'histoire, il est dans la captation de choses partielles et partiales. Mais il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que sur le moment, quand on est sur une zone dite, on capture d'une certaine manière l'instant présent. On n'est pas forcément dans l'idée de on capture l'histoire. On capture l'instant présent, on capture l'actualité. Moi, je l'ai bien vu sur mes portraits de Maïdan, quand je les ai faits, donc dans ce moment de latence, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer, on ne savait pas du tout de quoi demain allait être fait, on était dans un instant donné. Et c'est cet instant que je capturais. Et aujourd'hui, avec le recul, puisque ça date de 2014, le projet prend une dimension historique, mais qu'il n'avait pas au moment où il a été fait. C'est pour ça qu'il y a encore la place pour les historiens. Mais je pense qu'effectivement, les photojournalistes, les documents, vos travaux, qui sont plus que du photojournalisme, sont les bases, les outils, les documents pour l'histoire de demain. C'est-à-dire que le CIP, avec ses collections, pour nous, c'est un recueil d'instantanés. Et après, c'est à nous de les interroger pour construire autour une narration qui va être une narration subjective aussi, elle sera tout autant subjective, mais elle va être avec du recul et elle va pouvoir peut-être mieux analyser ce qui, dans le moment présent, échappait aux acteurs comme aux spectateurs immédiats. Voilà. Mais en
tout cas, c'est la réflexion, le rapport à la réalité qu'on a croisé à plusieurs reprises, il est présent. On ne peut pas saisir la réalité totalement, sinon on serait Dieu. Voilà. Mais en tout cas, on peut saisir des fragments qui peuvent ensuite servir à reconstituer, mais selon l'historien, selon le spectateur, selon le commentateur, ou l'agence qui sélectionne les images, ou le journal qui publie, on n'aura pas la même légende autour. Hein, on aura un autre récit avec la même image. Ça existe. Enfin bon, ouais, non, c'est pour ça aussi dans mon travail, cette approche qui n'est pas une approche journalistique, c'est aussi la volonté de contrôler le récit qu'il y a autour des images. C'est-à-dire que ces images avec ces questionnaires, on peut pas mettre n'importe quelle légende à côté. Enfin, c'est suffisamment, ça dit suffisamment de choses en soi pour qu'on ne puisse pas lui faire dire son contraire. Ou en tout cas, j'ai pas l'idée en tête pour comment faire. Donc c'est aussi cette volonté de contrôler l'image produite. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de donner à voir ce phénomène, qui est un phénomène qui est assez peu connu ou qui est connu en superficie, et ça permettait de rentrer vraiment dans des individus, d'une certaine manière, qui sont ces gens en fin de compte. Donc c'était vraiment donner à voir ce phénomène, c'est mon but. Après, effectivement, les gens qui postulent pour un emploi, a priori, ils pensent avoir affaire à une vraie société militaire privée, et je ne leur dis pas qu'il s'agit d'un projet artistique, je ne leur réponds pas d'ailleurs, parfois certains me relancent, mais je ne réponds pas, mais après tout ça peut arriver, on peut postuler à une offre d'emploi sans avoir de réponse. Mais pourquoi je leur dis pas que c'est un projet artistique, etc. Parce que j'ai pas envie de m'attirer plus d'ennuis que je peux déjà en avoir avec les sujets que je traite. Et puis parce que ils postulent malgré tout pour une société qui s'appelle Mercenary International Corporation, donc ils postulent pour du mercenariat, donc ils postulent pour une activité qui est illégale. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé qu'une seule fois qu'il y ait une personne qui m'écrive pour me demander si c'était légal, mais les autres ne m'ont jamais posé la question, donc ils postulent pour quelque chose qui va à l'encontre des lois, des conventions internationales. Donc à partir de là, je vais pas aller vers ces gens pour leur dire voilà, il s'agit d'un projet artistique, je vais vous demander votre accord, etc. Comme je disais, mon but n'est pas de mettre ces gens sur un pilori, puisque je floute les photos, je cache les coordonnées, etc. Mais vraiment, voilà, de donner à voir ce phénomène.
direct, parce que eux, ils sont sans filtre quand ils font un CD. Là, est-ce qu'on va dans du vrai? Ils ont expérience, on a fait la guerre de temps. Vous avez ça aussi sur les sites? Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors après, il y a certains où les lieux ne sont pas indiqués. Ils marquent voilà, qu'ils étaient en opération, mais ils n'indiquent pas forcément les lieux, ça dépend lesquels. Mais effectivement, après, sur l'idée de la série, pour moi, l'idée de la série est indispensable pour donner à voir un phénomène au sens large. Hein. C'est pas avec 2-3 CV qu'on se rend compte de ce phénomène-là. C'est pour ça, enfin, aujourd'hui, j'ai près de 400 CV, et je pense que j'en ai suffisamment maintenant pour faire un livre dessus, pour offrir un panel assez large. Après, sur le fait d'être plasticien, si je me revendique comme plasticien, c'est aussi parce que c'est ce qui m'offre le plus de liberté. C'est-à-dire que je ne suis pas rattaché à un média, je ne suis pas rattaché à un médium, et donc du coup, ça me va très bien. Après, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Il y a certaines personnes qui vont classer mon travail dans du post-documentaire, d'autres dans du documentaire, d'autres effectivement un travail de plasticien. En fin de compte, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. C'est pas ce qui m'importe à proprement dit. Ce qui m'importe, moi, c'est de pouvoir offrir un regard pertinent sur les sujets que je veux traiter avec un maximum de liberté. Question... Ah non, Virginie, oui, vas-y. Alors dans le livre, on a décidé, donc on a mis le questionnaire manuscrit de chacune des personnes, et en fait on a mis la traduction en 6 langues, de manière à ce que le livre ait un maximum d'impact. On l'a mis donc en anglais, on l'a mis en ukrainien, en russe. On l'a mis en français, en allemand et en néerlandais. Donc voilà, l'idée c'était... donc le livre est dans toutes ces langues, et en 6 langues. L'idée étant l'idée de ce projet, c'était d'aller à l'encontre justement des différentes formes de propagande qu'il y avait autour de ce mouvement qui a été extrêmement politisé au niveau international, et d'offrir à un maximum de personnes possible cet outil justement qui va à l'encontre des différentes formes de propagande. Oui, tout à fait. Il a pas mal tourné. Ça a été exposé pour le festival Images Singulières au CRAC Languedoc-Roussillon. Ça a été présenté à Getso Photo en Espagne. Ça a été présenté aux Pays-Bas. D'ailleurs, c'était intéressant parce que la première exposition qui a eu du projet a eu lieu aux Pays-Bas, et c'était prévu déjà depuis plusieurs mois. Et en fait, l'exposition a commencé 3 semaines après que l'avion de Malaysian Airlines ait été abattu au-dessus de l'Ukraine, donc avec une centaine de Néerlandais, il me semble, à son bord. Du coup, d'un seul coup, les gens ont réalisé qu'il se passait quelque chose là-bas, et ils ont voulu comprendre. Donc, l'exposition a eu énormément de retentissement aux Pays-Bas. Le projet a été présenté aussi à Sarajevo pour le Warm Festival. Donc là, c'était intéressant de voir le regard aussi que les gens ont porté sur ce projet, puisqu'on avait ici des gens qui étaient des orthodoxes. On a notamment un Pope qui est photographié ici, des orthodoxes qui se battent pour se rapprocher de l'Europe et quitter la zone d'influence de la Russie. Et on va dire qu'en Bosnie,
les orthodoxes, qui sont donc slaves, qui sont les Serbes de Bosnie, ont tendance à être plutôt pro-russes. Et donc du coup, ici, ça a inversé les codes. Et c'était assez intéressant, ce renversement des codes qu'ils pouvaient avoir sur place. Le projet a été présenté à Photo Phnom Penh par Christian Kojol. Là, c'est intéressant parce que ça a été très difficile de trouver un lieu qui accepte de présenter le projet, parce que peu de temps avant, il y avait eu des manifestations contre le gouvernement en place au Cambodge, et il y avait eu quelques morts, et donc les institutions publiques avaient peur, en présentant ce projet, que ça fasse écho à cet événement-là, et du coup de se voir couper leurs subventions. Et donc ça a été très difficile pour trouver un lieu d'exposition. Le projet a été présenté aussi à Alep, dans les rues d'Alep, où du coup les rebelles se sont retrouvés face à ces gens qui ont fait cette révolution en Ukraine. Il a été présenté, enfin dans pas mal de, voilà, c'est un projet qui a beaucoup tourné, d'ailleurs plutôt à l'international qu'en France. Sur les zones de conflit à proprement dit, non, il n'y en a pas vraiment. Après, par exemple, quand j'ai accroché les portraits dans le Donbass, dans la région de Donetsk, là on était dans le conflit, mais du coup c'est moi qui les ai collés dans les rues directement pendant la nuit. Après, il y a d'autres moyens justement de montrer de l'art. Donc ça dépend vraiment des lieux. Quand on est vraiment au cœur du conflit, j'ai envie de dire, par exemple quand j'étais en Syrie, c'était des bombardements quotidiens, des snipers, etc. Donc là, non, il n'y a pas de centre d'art, il n'y a rien. Après, il y a des lieux, des zones, on va dire, dans d'autres pays qui sont des pays en conflit, mais des zones qui sont clairement pacifiées. C'est le cas, par exemple, en Irak, du Kurdistan irakien, qui est quand même relativement pacifié, même si il se passe quand même des choses, notamment sur les bordures du Kurdistan irakien. Mais je pense que Édouard pourra en parler mieux que moi. Mais donc du coup là-bas il y a des galeries entre guillemets. Il y a une scène artistique qui est à Erbil, il n'y a pas grand-chose, mais à Souleymanie qui est relativement dynamique. Après, quand on est vraiment dans le conflit, il n'y a pas vraiment de choses. Après, si, ce qui est intéressant, c'est de voir l'artisanat qui va se développer dans les conflits. C'est-à-dire, par exemple, comment en Syrie, les combattants vont récupérer des douilles pour les décorer, les ciseler. Alors, c'est pas sans nous rappeler tout ce qui a été fait pendant la Première Guerre mondiale, le travail sur les douilles d'obus. C'est pendant la Révolution en Ukraine, les gens peignaient les casques, des choses comme ça. Donc il y a des choses qui sont faites, qui sont plus de l'ordre d'une sorte d'artisanat qui se développe dans la guerre. Mais voilà, après au Moyen-Orient, par exemple, les centres d'art vraiment actifs, ça va être au Liban, par exemple, où là, il y a une scène artistique extrêmement dynamique. Ça va être Israël et la Palestine. Et puis après, il y a les pays du Golfe aussi. Mais je pense que vraiment le centre névralgique de la création contemporaine au Moyen-Orient, moi j'aurais tendance à le voir à Beyrouth,
Après, il y en a certains peut-être qui me contrediront, mais en tout cas, c'est plutôt dans une zone pacifiée. Même si Beyrouth, voilà, on connaît les tensions qu'il peut avoir. Régulièrement, dans le sud de Beyrouth, il y a des roquettes qui explosent, il peut y avoir des attentats. Bon, on n'est pas dans une zone totalement pacifiée, mais suffisamment pacifiée pour qu'une scène artistique puisse se développer. D'autres questions? Non? Non, on a... Oui, ça déborde très largement l'activité du photojournaliste, ou plus exactement, je vais dire, puisque je ne suis pas photojournaliste, que ça déborde très largement l'activité du photojournalisme, puisque ça touche aussi à l'art, aux arts plastiques. Et ce qui me travaille, si j'ose dire, c'est le fait que de se confronter à l'impossible, on ne bascule pas dans l'impuissance. L'impossible n'est pas l'impuissance, c'est bien distinct. C'est-à-dire que je fais parce qu'il y a de l'impossible. Je continue à inventer, je continue à écrire, je continue à réfléchir, je continue à produire des images parce que je bute sur quelque chose d'impossible. Comme si cet impossible-là était la condition de la créativité, la condition de l'inventivité, la condition de la recherche. Voilà. Je ne sais pas, donc j'essaie de savoir. Quelque chose m'échappe, quelque chose se dérobe à ma représentation ou se dérobe à mes outils, quels qu'ils soient, universitaires ou médiatiques. Et donc, j'essaie d'élaborer des stratégies allusives ou élusives qui me permettent non pas de capturer l'événement, de capturer le réel, mais de l'approcher ou d'en saisir quelque chose, et encore le verbe saisir me dérange, d'en suggérer quelque chose. Voilà. Que quelque chose du réel à travers les failles, les fissures et les défaillances du média quel qu'il soit puisse se suggérer, se laisser deviner. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Juste, je reprends à quelque chose par rapport à la question. Je pense que j'ai omis peut-être certaines choses aussi. Je mets le micro. C'est que effectivement, je pense à des formes d'art aussi qui sont développées en Syrie dans les zones d'affrontement. Il me semble j'avais vu, il y avait un groupe qui avait mis en place une sorte de sitcom, un groupe d'artistes locaux qui avait mis en place une sorte de sitcom à Alep sur la vie quotidienne à Alep, etc. Il y a aussi, enfin, j'avais participé en Afghanistan à la formation de jeunes artistes afghans et donc voilà, il y avait des artistes qui s'exprimaient de manière
qui n'était clairement pas dans de l'artisanat, on était au-delà, on était vraiment dans de l'art. Mais c'est vrai que ça reste assez marginal. Je pense parmi les artistes qui ont pas mal travaillé sur des zones de conflit, des artistes, on va dire, qui sont issus des pays en conflit. Je pense au travail d'Aman Mojadidi en Afghanistan, qui a beaucoup travaillé sur des questions de corruption. Je pense au travail de Jamal Penjwani en Irak, qui a tout un travail de plasticien, même si à côté de son travail de plasticien, il a un travail de photojournalisme pour vivre, entre guillemets, d'ailleurs. Mais voilà, il y a quand même des artistes locaux qui produisent des choses. C'est vrai que sur le coup, j'avais pas tout de suite en tête, mais en y repensant, et d'ailleurs, c'est des artistes avec lesquels j'ai travaillé aussi, avec lesquels j'ai collaboré sur certains projets. Mais ça reste quand même très marginal. Juste, mais je pense que ça va enchaîner. J'ai noté plusieurs fois. Alors, je voulais quand même y revenir sur. Ça a été évoqué par toutes les interventions. En fait, l'idée que de plus en plus les images qu'on a, c'est des images aussi tournées par les soldats, par les soldats eux-mêmes, ou en tout cas par les acteurs de la guerre. Et donc, ça revient à cette idée d'impossible aussi, c'est que c'est confronté à ça, peut-être que de plus en plus les soldats veulent produire quelque chose. Et enfin, je voulais insister sur le fait que c'est quelque chose qui va de plus en plus intéresser, je pense, aussi ce colloque peut-être, mais de manière générale. Moi, j'ai un collègue historien qui est pareil que moi, qui fait le même laboratoire, etc., qui travaille sur les images tournées par les soldats en Irak. Il s'appelle Alain Zind, normalement il soutient cette année. Et j'ai un film qui s'appelle Billy Ling Long Lantern Walk en anglais, c'est le dernier film de Ang Lee, et qui est très intéressant puisque c'est exactement la même chose que Mémoire de nos pères. C'est des soldats qui sont rappelés aux États-Unis pour faire une tournée, pour lever des sous et pour valoriser l'armée américaine, du fait qu'une vidéo a été tournée par un soldat montrant un soldat de cette compagnie en train de sauver, en train en fait d'accompagner son sergent vers la mort. Voilà, c'est pareil, une histoire vraie. Des soldats qui ont été rappelés et donc qui vont à une mi-temps où donc c'est complètement loufoque. Et donc ils sont derrière les Destiny's Child. Donc il y a les Destiny's Child qui font leur spectacle et ensuite c'est eux qui vont rentrer pendant cette mi-temps d'un match de football. C'est tout lyrique, etc. Et donc ce film de Ang Lee est très intéressant pour moi puisque c'est le pendant de Mémoire de nos pères, etc. Et ce film a été tourné en 150 images par seconde, donc c'est le seul. Il pouvait être montré en l'état dans lequel il avait été tourné par Ang Lee dans 2 cinémas dans le monde. Voilà, donc 2 cinémas aux États-Unis qui avaient la capacité technique de montrer ces films-là à leur pleine puissance. Ce qui me permet, moi, de revenir sur cette question de l'impossible, de l'immontrable, et de montrer qu'on ne peut pas montrer. Il le sait, Ang Lee, qu'il ne va pas être montrable, son film. Et tous les gens qui sortent en plus, qui sont sortis, les journalistes, puisque c'était des journalistes au début, qui sont sortis de ces cinémas où on a pu montrer le film dans sa pleine capacité, ont tapé sur le film. On dit que c'était un mauvais film, qu'il y avait beaucoup trop... puisqu'on dirait du coup quelque chose qui est filmé... Enfin, je ne l'ai pas vu du coup forcément, mais ça a un effet énorme d'avoir une caméra comme ça qui à 150 images par seconde, ça a un effet de réalisme, de véracité du visage marqué, etc., qui posait problème pour un film de fiction ou de docu-fiction comme celui d'Ang Lee. Et donc il y a, je pense, dans cette idée de faire un film, même le film lui-même ne peut pas être montré au spectateur, toujours une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer, puisqu'en plus c'est un film sur un soldat qui s'est filmé lui-même, etc. Moi, si je peux rajouter quelque chose sur le fait que les soldats se filment eux-mêmes, je dirais de moins en moins, parce que les forces armées veulent contrôler de plus en plus l'image, et à un moment quand les soldats ont commencé à équiper de leur téléphone portable ou d'appareils photonumériques à produire des images, ils ont vu l'image leur échapper, et aujourd'hui la plupart des forces armées, les soldats n'ont pas le droit de produire des images, notamment en opération. Donc les images qu'on voit
fait de la guerre elle-même, aujourd'hui, sont plutôt le fait de combattants non étatiques. Donc de combattants rebelles, enfin, mais pas de forces armées régulières. Puisque les forces armées régulières, maintenant, la plupart interdisent à leurs soldats de faire des images en opération.